Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle conférence expert organisée par Télétech International sur le thème « La chimère d'une relation client sans affect ». Alors, pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Emmanuel Mignot, qui est le PDG de Télétech International. Emmanuel Mignot est dans le métier de la relation client depuis plus de 30 ans. Et Télétech International est un des deux plus anciens acteurs du marché. L'entreprise est à l'origine de nombreuses innovations, notamment en termes d'implantation en milieu rural, implantation en offshore aussi, mais aussi des innovations technologiques et sociales qui vont nous intéresser plus particulièrement cet après-midi. Emmanuel Mignot, bienvenue. Bien, c'est vrai qu'on aurait pu, par courtoisie, pour ceux qui sont en train de terminer de manger, attendre un petit peu. En revanche, par courtoisie, pour ceux qui ont fait l'effort d'être là à l'heure, on va commencer maintenant. Et donc, merci à tous ceux qui, peut-être, ont mangé rapidement pour venir écouter un peu de cet échange sur la notion de relation client au sens propre, c'est-à-dire, quand on parle de relation, on parle de relation affective aussi. Juste pour vous donner un aperçu en quelques mots et en quelques chiffres surtout de qui est Télétech International, au-delà du fait qu'on a été créé il y a 22 ans, aujourd'hui c'est 6 plateformes de traitement de la relation client, c'est 550 collaborateurs, c'est aussi un ensemble de résultats au niveau social avec un taux de turnover qui est extrêmement faible, d'1,2%, et donc un certain nombre aussi de réalisations récentes, comme l'ouverture à Dijon, dans l'ancien siège social d'Amora, d'une plateforme qui se veut très innovante et qui va être un petit peu le fil conducteur de mon intervention d'aujourd'hui. Je répondrai volontiers à vos questions si vous en avez sur ce sujet-là, mais comme ce n'est pas exactement le sujet pour lequel vous êtes venus, on y reviendra avec plaisir. Ce qu'on peut dire sur l'état de l'art en matière de relations clients, c'est qu'il y a une espèce de dichotomie entre la pratique et puis l'état de la recherche. Et on constate assez facilement qu'en matière de recherche marketing, il y a eu des travaux assez nombreux qui ont mis en évidence que quand on parle de relations clients, on parle beaucoup d'affect, de sentiments, et en fait pas tant que ça de quantité, de délai moyen de décrocher et de temps moyen de dialogue et de taux de churn, etc. Donc c'est la pratique qui emmène le plus souvent à des visions assez quantitatives quand il faudrait être capable logiquement de s'intéresser à la notion d'affect, ce qui est peut-être une évidence, mais une mise en pratique assez complexe. Alors, si on parle de sentiments et d'attitude, c'est pas pratique ça. J'aurais bien aimé que mon truc soit là. On parle de satisfaction depuis longtemps. On parle de confiance. On parle aussi d'engagement et que la combinaison de ces 3 sentiments va finir par conduire, on l'espère, à de la fidélité. Mais quand on dit fidélité, on parle plutôt de notion quantitative à nouveau, c'est combien de temps mon client qui a commencé à acheter va continuer à acheter, et pendant combien, pour quel montant, pour quel panier moyen, et on est toujours un peu tenté de ramener ça à des données quantitatives. Là, j'ai listé quelques chercheurs éminents qui ont produit de la littérature sur ces sujets, et bien entendu, eux parlent réellement de sentiments de la part d'un consommateur par rapport à une marque. Si on parle de la confiance, alors il y a une définition de la confiance vue par les spécialistes qui disent la confiance entre partenaires d'une relation se traduit par la capacité à croire que l'un agira toujours pour le bien de l'autre et n'engagera pas d'action opportuniste qui puisse nuire à celui-ci. Est-ce qu'il existe des marques pour lesquelles vous avez
ce sentiment de confiance. C'est-à-dire que croire qu'elle agira toujours pour votre bien et ne fera jamais rien qui puisse vous nuire. Pensez-y une petite seconde, vous verrez qu'on n'est pas forcément capable de nommer une seule marque en qui on ait ce niveau de confiance. Or, il faut bien comprendre que la confiance, c'est quelque chose qui n'est pas facile à doser. On a du mal à dire « j'ai confiance à 60% » ou « j'ai confiance à 42%. » En fait, on dit qu'on a confiance ou qu'on n'a pas confiance. Et dans la vie quotidienne, c'est un peu ce qui se passe. C'est quand vous avez en confiance dans un ami, vous avez confiance ou pas confiance. C'est pas un peu confiance, à moitié confiance, voilà. Et quand on commence à dire de quelqu'un qu'on a à moitié confiance en lui, ça a plutôt tendance à vouloir dire que vous n'avez pas du tout confiance en lui, en fait. Donc voilà un exemple. Là, j'ai publié, je ne sais pas si vous allez pouvoir le lire, dans un échange Facebook qui est très récent, quelqu'un de très connu, qui a énormément d'amis, et qui exprime soudain une déception importante vis-à-vis d'une marque qu'elle aimait beaucoup en tant que maman, qui est la marque Petit Bateau, et aussi la marque Monoprix, etc. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit j'ai appris que des enfants fabriquent ces produits en Chine, alors que cette marque s'est toujours présentée comme une marque française qui fait des produits français, et sans qu'on comprenne exactement si c'est vraiment fait complètement, etc. On ne se pose pas vraiment la question en tant que consommateur, mais on finit par se dire que c'est une marque française. Et donc on a un premier effet de surprise quand on apprend qu'elle est française, mais qu'elle fait fabriquer en Chine, et on a un autre effet de surprise quand on apprend qu'il semblerait qu'une partie des gens qui travaillent dans ces usines en Chine soient des enfants. Et là, on se dit tout d'un coup, voilà. Et donc, là, j'ai mis ça en évidence. Ce sont les mots employés par cette personne. Et ce document a été liké par 500 personnes et relayé par à peu près 500 personnes qui ont elles-mêmes l'ont diffusé largement à de nombreuses personnes. C'est mieux ? C'est mieux avec ça ? C'est pareil. Bon, on s'en fout alors. Bon. C'est pas grave. Il y a toujours quelqu'un de facétieux qui vient vous bouger le micro quand vous parlez. Donc, ce qu'elle dit, suspecte à mes yeux. Elle dit, j'avais accordé ma confiance. Vous voyez ? C'est des mots, quand vous lisez ça et que vous êtes la responsable de la marque Petit Bateau, je ne sais pas si une personne de Petit Bateau est là maintenant, mais vous voyez, tout d'un coup, on se dit, mais c'est énorme. Hein. Après, on parle d'engagement. Vous voyez, c'est un terme très à la mode aujourd'hui, l'engagement du client, l'engagement de la marque, l'engagement des collaborateurs. C'est un terme qui revient énormément. Il y a une chaîne pour l'engagement du côté client. Il y a un prospect qui devient un acheteur, qui devient un client. La différence entre les deux, c'est que l'acheteur, ça peut être quelque chose d'exactement de fugace. Mais être client, c'est autre chose. C'est être un acheteur régulier et motivé. On est un supporter, c'est-à-dire qu'on va défendre la marque. On est un avocat de la marque. On va être prêt à s'engager. Et puis en même temps, on est un partenaire, c'est-à-dire qu'on est prêt à co-agir pour cette marque. Donc là, quand on parle d'engagement, on voit qu'il s'agit là aussi de quelque chose qui est de l'ordre de l'affect et de l'intention et de l'action, de l'attitude, de l'inclinaison, etc. Je vais vous parler là d'une étude qui, moi, m'a beaucoup intéressé, qui est la National Consumer Rage Survey. Alors, je me suis dit au départ, j'ai cru que Rage, c'était le nom du cabinet qu'il avait fait, pas du tout. Il est bel et bien question de rage. Ces cabinets se sont regroupés, ils sont quelques-uns, 3 à s'être associés, plus des partenaires, pour financer une étude vraiment passionnante sur les consommateurs américains qui expriment vis-à-vis des marques, ils disent « very upset », c'est-à-dire très en colère, ou « extremely upset », c'est-à-dire extrêmement en colère. Donc ce n'est pas des gens qui font dans la dentelle, c'est des gens qui ne disent pas « oui, c'était pas super », ils sont vraiment en colère contre la marque. Et donc cette étude s'est intéressée à ce phénomène
de gens qui se sentent en colère contre une marque. Donc la première chose qu'il faut noter, c'est que le taux d'insatisfaction aux États-Unis, et on ne peut pas penser que ce soit tellement différent en France, il a augmenté de 18% depuis 1976. Alors qu'on essaye de se rassurer en se disant que grosso modo, on fait des progrès, que ça se professionnalise, qu'on fait beaucoup d'études, etc. Et qu'au bout du compte, globalement, le consommateur est plutôt plus satisfait qu'avant. Or, cette étude, qui reprend des comparables d'année en année, montre que c'est l'inverse, que l'insatisfaction moyenne a augmenté assez sensiblement, de près de 20%. Et puis surtout, cette étude dit que 56% des gens qui ont exprimé une réclamation, donc qui ont fait un acte quand même qui est important. Il faut savoir qu'une grosse partie des consommateurs n'expriment même pas d'insatisfaction. Ils changent de crèmerie, ils disent rien. Donc ceux-là, ce sont des gens qui ont engagé parce qu'ils étaient mécontents, parce que 56% considèrent qu'ils n'ont rien obtenu en réclamant. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le taux de problème a augmenté chaque année, pratiquement depuis 1976. On est passé de 32%, 39%, 45%, 50%. Donc en fait, les consommateurs qui rencontrent des difficultés, il y en a de plus en plus. Alors ça s'explique aussi parce qu'on a des produits de plus en plus techniques et qui supposent de plus en plus de compétences de la part de l'utilisateur et que c'est aussi normal d'avoir davantage de difficultés. Quand j'utilise le fil à couper le beurre, bon, en règle générale, ça se passe bien. J'arrive jusqu'au bout de ma motte et bon, j'ai pas besoin de téléphoner. Quand j'utilise une boule de pétanque, c'est sûr que j'ai beaucoup de respect pour la marque Au But, mais il faut bien constater qu'ils n'ont pas beaucoup de problèmes de service consommateur. Donc là, on voit que globalement, il y a quand même un accroissement et que 50% des utilisateurs sont des gens qui ont expérimenté des difficultés et qui ont tenté d'obtenir satisfaction. Et qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne que ça marche toujours aussi mal. C'est qu'on a un taux de 68% de gens qui sont toujours extrêmement en colère, globalement. Alors, le problème dont il faut être conscient, c'est que, imaginons que l'un ou l'autre d'entre vous fasse un travail parfait, vous allez quand même récupérer les résultats du fait qu'en moyenne, les consommateurs ont eu des mauvaises expériences et que du coup, ils vont avoir une attitude qui va être générée par ces incompréhensions, ces difficultés. Ce qui fait qu'en moyenne, le consommateur qui téléphone est extrêmement plus agressif maintenant qu'il l'était il y a une dizaine d'années. Parce qu'il se dit, s'il ne se met pas en colère, il pense qu'il n'aura rien. Et d'ailleurs, il a raison. Bon, c'est un aparté. Ce qui est nouveau aussi, c'est que le client qui n'était pas content avant, on lui disait, si tu n'es pas content, tu n'as qu'à changer de crèmerie, c'est pas grave, j'en ai d'autres. Maintenant, quand le client n'est pas content, il ne se contente plus de le dire à son voisin de palier et à sa belle-mère, il va aussi avoir tendance à le partager. Et on voit que entre 2011 et 2013, on voit que les taux de gens qui partagent leurs mauvaises expériences a augmenté sur tous les sujets. Tous les comportements se sont amplifiés. 89%, c'est énorme, 89% des consommateurs vont partager avec d'autres leurs difficultés. Voilà, donc ça veut dire qu'on ne peut pas penser qu'une difficulté, ça va rester cantonné entre la marque et son consommateur. Alors, on est passé de 11 à 19% en seulement 2 ans, des gens qui vont poster leurs difficultés sur le site même de la marque. Donc on se dit que ça, c'est quand même embêtant parce que c'est quand même l'endroit où les clients circulent. Ce n'est pas que sur les forums, ce n'est pas que sur leur page Facebook, ils vont aller jusqu'à l'étaler sur le site même de la marque. Il y a un point très important aussi, et ça je pense que ce salon, pour ceux qui le fréquentent depuis longtemps, qui se souviennent, qui s'appelait il y a longtemps le CK, c'est-à-dire le Salon européen des centres d'appel, il y était beaucoup question de téléphone, aujourd'hui beaucoup moins, puisque tout ça on est vers le digital, etc. Et que ce qu'on remarque quand même via cette étude, c'est assez, dès lors qu'il est question de réclamation,
les consommateurs utilisent à 6% Internet et à 66% le téléphone. Donc c'est bien d'évoluer. Il ne faut pas perdre de vue que si vous n'utilisez pas le bon canal pour répondre à votre consommateur, vous n'allez pas le satisfaire. Donc, 2/3 d'entre eux privilégient le téléphone quand il va s'agir de régler un différend. Ça se comprend, échanger des mails en ne sachant pas trop à quelle vitesse ça va revenir, etc. Le téléphone, c'est cette notion d'instantanéité, d'urgence, etc. Je n'ai pas été gentil. J'ai pris des exemples de courriers parce qu'on parle d'échanges entre des clients et des consommateurs. J'ai pris mon cas personnel, c'est celui que je connais le mieux. Et donc là, ce sont des courriers commerciaux. Ce sont des gens qui m'ont écrit pour me faire des propositions. C'est des gens qui m'aiment bien, qui me considèrent comme quelqu'un de sympathique et qui consomme. Et voilà des gens qui, tout en m'aimant bien et en me considérant, m'appellent pratiquement Madame, Monsieur, cher client, n'importe qui que vous soyez, on veut bien vous parler. Donc ils ne savent même pas si on est un homme, une femme, un étudiant, un vieux gars, etc. Puis surtout, ils mettent bien en évidence qu'on est vraiment un numéro. Et puis quand ils ne l'ont pas mis une fois, ils essaient de le mettre 2 fois ou même 3 fois avec des numéros différents, etc. Donc là, si on n'a pas compris qu'on était vraiment complètement anonyme, là, vraiment, ils ont fait le maximum. Donc, il ne s'agit pas d'entreprises qui n'ont pas de moyens. Vous pouvez constater qu'il s'agit d'AXA, qu'il s'agit de GDF Suez, qu'il s'agit de Société Générale. Société Générale, il s'agit même de la banque privée de Société Générale. Donc, c'est la partie haut de gamme qui fait du sur-mesure et qui s'intéresse à ses clients. Donc, vous voyez, le niveau, ce n'est pas par méchanceté. L'intention est bonne. Ils me font des propositions peut-être intéressantes. Je ne sais pas, je ne les ai pas lues. Mais rien que la manière dont c'est présenté, ça vous décourage sensiblement. Ce qui n'était pas le but en plus. Et ce qui est merveilleux, c'est que d'un côté, vous avez des gens qui vous envoient des courriers comme ça. Vous êtes la référence client 115 253, etc. C'est un peu comme en prison. Vous avez un matricule. Vous, le matricule 5600, voilà, etc. Puis nous, on est votre service client. Et puis en plus, je ne vous ai pas montré parce que je n'avais pas la place, mais en bas, c'est même pas signé. Donc on reçoit un truc comme ça qui vous dit que qu'est-ce qu'on a fait pour vous? On a fait évoluer votre offre. Elle a baissé de prix. Puis on vous a mis une option qui elle est chère. Ça fait qu'au final, vous avez un truc dont vous n'avez pas besoin, mais qui vous coûte plus cher. Et puis ils ont décidé tout ça pour vous. Et si vous ne réagissez pas dans les 8 jours, ils vous le font. C'est ce qui s'est passé, parce que je n'ai pas eu le temps. Donc ça, c'est une marque nationale bien connue. Donc voilà comment ces gens-là qui vous disent, nous vendons non pas de la téléphonie, mais des moments d'enchantement à nos clients. Et je ne sais pas s'ils ont l'impression que je vais être très enchanté, quoi. Mais je ne le suis pas, en fait. Mais je ne suis pas déçu parce que ça ne me surprend pas plus que ça. Je sais que ce n'est pas facile, quand on a des dizaines de millions de clients, d'être vraiment dans le relationnel. Mais là, on en est quand même très loin. Et penser que parce qu'on a gagné un prix de ceci ou de cela, tout d'un coup, on a une relation client parfaite et qu'on est élu meilleure relation client du siècle, ça ne change rien à la réalité. La banque en ligne, c'est un autre exemple. Bon, là, j'ai fait un test, j'ai fait des mouvements, en 2 mois ou 3 mois, j'ai dégagé tout ce que j'avais comme encours sur une de mes banques en ligne pour voir ce qui se passait. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reçu un truc qui me disait que mon RIB-BAN avait changé. C'est tout ce que j'ai eu comme réaction. C'est-à-dire qu'on rentre, on vous dit bonjour, voilà, j'ai pris note, on sort, personne ne remarque rien. Et ça, je vous parle de la banque en ligne qui est réputée être la meilleure en matière de relations clients. Je vous laisse imaginer les autres. Alors après, maintenant, on est sur un salon où, en fait, la grande tendance de l'année 2015, je ne sais pas si vous avez fait le tour ou si vous venez d'arriver, mais en gros, je vais vous faire un résumé, c'est que l'idéal, c'est que le client se débrouille tout seul. Alors, on pourrait tous chanter en chœur, le self-care, c'est pas cher. Vous voyez, ça fait un peu slogan cégétiste dans les manifs. Bon, le self-care, c'est pas cher, le client fait tout seul, il se débrouille, c'est merveilleux, etc. Alors, ça, c'est la réponse des anciens par rapport à l'arrivée de Free. On a dit, je m'appelle Red, j'ai créé des trucs où je ne réponds pas au téléphone. Alors, soit je vous le dis carrément,
soit je ne vous le dis pas, mais pour trouver le téléphone, il faut manipuler 80 pages pour trouver où il est. Donc en gros, le message est clair. Vous pouvez soit vous débrouiller tout seul, soit demander à un autre client de vous aider. Ça, c'est une autre option qui est proposée. Soit, écoutez, rien. Dans ces cas-là, alors vous pouvez quand même de temps en temps émettre un appel téléphonique, mais personne ne vous garantit qu'on va s'occuper de vous. Donc on est vraiment dans la démonstration que quand il s'agit d'être compétitif, le premier poste sur lequel on va rogner, c'est sur le service qu'on va vous rendre. Et c'est quand même pas un très bon message pour un client, je trouve. Ce qu'il faut se poser comme question aussi, puisqu'on est dans une analyse de coût, c'est de dire quelle chance je peux avoir d'installer une relation affective, durable, avec mes consommateurs, si j'ai des collaborateurs qui sont chargés de cette mission essentielle et que je vais traiter comme des volailles dans un poulailler électronique. Un peu comme ça, vous voyez ? Ou alors, si vous n'aimez pas celui-là, j'ai aussi celui-là, qui est bien aussi. Alors, on n'a encore pas vu sur la photo, il n'y en a pas qui se soient pendus, mais ça peut arriver. C'est ce que j'appellerais, moi, par rapport aux relations humaines, j'appellerais ça les relations inhumaines. Je suis assez fier de ma trouvaille, mais c'est pas mal. Donc nous, on a essayé de réfléchir à ça pour se dire on va au contraire essayer d'inventer à la fois des conditions de travail 2.0 parce qu'on est moderne. Donc on va utiliser des tablettes, on va utiliser des solutions légères, etc. Et en même temps, des casques infrarouges, etc. Donc ça permet d'avoir des gens qui peuvent changer de place, d'avoir des gens qui sont installés dans des conditions plutôt sympas. Il y a des espaces où on a mis nos parasols. On a un principe, c'est que tous les postes de travail sont différents les uns des autres. Et donc, les gens changent de place quand ils veulent. C'est-à-dire que, du coup, tout le monde se connaît puisqu'on n'a pas toujours les mêmes voisins. Et donc, on est incité à changer dans la journée, quand on veut, etc. Mais régulièrement, en tout cas. On parle de symétrie des attentions, en disant voilà, je ne peux pas espérer avoir une relation agréable, performante entre mes collaborateurs et mes clients et les consommateurs si je n'ai pas avec mes collaborateurs des relations de qualité. Donc le fait de leur donner de l'attention va générer de l'attention à l'extérieur. C'est ce qui nous a quand même valu, heureusement, des trophées et des récompenses. Alors, on a gagné le prix du mieux vivre en entreprise 2014. On a gagné l'espoir du management 2014. On a gagné le prix Arsec de l'environnement de travail 2013. Et on a également obtenu le label social européen. Et tout ça en étant un prestataire de centre d'appel. Ça veut dire qu'on a quand même fait des efforts et que ces efforts ont été reconnus. Et que le résultat est là, c'est qu'on produit mieux grâce à cette qualité de vie au travail. C'est un peu notre credo. On a vu apparaître une étude publiée par la FRC, qui est l'Association française de la relation client, et dont la recommandation conclusive exprime 2 points importants. Les 2 recommandations, c'est d'organiser leurs relations clients pour s'efforcer de répondre de manière claire et rapide aux sollicitations des consommateurs, et des agents de conseil, alors je ne connaissais pas le terme d'agent de conseil, mais enfin c'est pas pourquoi pas, plus disponibles et plus volontaires. En gros, il faudrait qu'ils arrêtent de se tourner les pouces et qu'ils aient un petit peu envie de bosser. Non, j'exagère, c'est peut-être pas ce qu'il voulait dire. En gros, mais les mots-clés, c'est clair, rapide, disponible, volontaire. On est vraiment dans le traitement quantitatif de la demande. Alors qu'on est bel et bien dans une démarche où il n'y a pas de place pour l'affect. Or ça, ce n'est pas une vieille étude, c'est quelque chose qui est publié par l'Association française, et elle ne parle pas d'affect. On parle de relation client sans parler de relation. Ce qu'on remarque, c'est que sur ce salon, il y a eu pas mal de conférences qui ont trait justement à l'expérience client, au parcours client, à l'attention au client, à la parole du client, etc.
mais je vais vous montrer quelques résultats intéressants de cette fameuse étude qui parle justement de qu'est-ce qu'on obtient comme sentiment de la part du consommateur. Cette étude, elle est très intéressante parce qu'elle vise à mettre en parallèle ce qu'attend le consommateur et ce qu'il a le sentiment de recevoir. Là, je vous invite à prendre des photos parce que c'est intéressant. Vous avez 94% des consommateurs qui aimeraient être traités avec dignité quand ils ont un problème. Et il y en a 35% qui considèrent que c'est le cas. Ça veut dire que vous avez 2/3 des consommateurs qui considèrent qu'ils ne sont pas traités avec dignité. Alors, après, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes parce qu'elles paraissent logiques. C'est ce qu'on appelle le coefficient de BSP. Le BSP, qu'est-ce qui sait ce que c'est que le BSP? Le bon sens paysan, c'est ça que vous disiez? Populaire, ça marche aussi. Oui. Eh bien, en fait, c'est des choses qui sont tellement évidentes qu'on a fini par les oublier la plupart du temps. Par exemple, dire « je veux avoir l'assurance que mon problème ne va pas se répéter ». Or, ça ne fait pas du tout partie de ce qui est engagé par la politique des entreprises. On n'a pas du tout comme mission en général de dire quand la personne va avoir accroché, il faut qu'elle ait compris pourquoi ça ne va pas recommencer. Qu'est-ce qu'on aura fait pour s'assurer que ça ne recommencera pas? Et ainsi de suite. J'ai l'impression que la marque qui m'a causé un préjudice, puisque j'ai un problème, se met à ma place. On a plutôt souvent le sentiment de dire « mais monsieur, j'y peux rien, c'est pas de ma faute. Bien sûr que je suis désolé pour vous, mais qu'est-ce que je voulais que j'y fasse ?» C'est plutôt ça le sentiment qu'on a. Un peu comme quand un avion arrive en retard, on a l'impression que le steward, il exprime le fait que c'est dommage d'être arrivé en retard, mais qu'il n'y pouvait pas grand-chose et que c'était comme ça, il faisait mauvais, et voilà. Bon. Je voudrais avoir une explication de pourquoi j'ai eu ce problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'a pas marché? Je voudrais avoir un remerciement pour le fait que je suis client et que j'ai payé de l'argent pour faire vivre cette entreprise et que je lui ai fait confiance. Donc, écoutez, après, ça va sur des choses qui sont moins évidentes. Par exemple, avoir un dédommagement financier. Ça, c'est moins, vous voyez, c'est que la moitié des gens. Mais on s'aperçoit qu'il y en a 14% qui l'ont eu. Donc, voilà. Donc nous, il nous semble qu'il y a un concept qui est en train d'émerger fortement, qui a été largement étudié et relayé de plus en plus par des chercheurs en marketing, et c'est la notion de préférence. Et alors, la formule, je vous l'ai mise pour vous amuser, parce que si vous devez l'appliquer demain, bon, et il y en a beaucoup, parce qu'il y a un livre que je vais citer après. Donc là, vous avez une formule. Le but des professionnels, c'est de prendre les résultats des chercheurs et de les mettre en application de manière pratique au quotidien en disant mais comment on va faire? Et donc ce qui est intéressant dans la préférence, c'est que c'est un concept extrêmement solide. Comment on sait qu'un concept est solide? Par exemple, on parle beaucoup du NPS. Qui sait ce que c'est que le NPS? À peu près tout le monde. Le Net Promoter Score, ça vise à mesurer l'écart entre les gens qui vont recommander votre produit et ceux qui vont le déconseiller. Et donc, il y a un solde entre les deux. Et donc, si ce solde est positif, plus il est positif, plus ça va bien pour vous. Ça part du concept que les gens vont avoir tendance à acheter ce qu'ils recommandent. Or, ce n'est pas sûr. Je pense qu'il y a un biais à cet endroit-là, parce que je peux recommander des choses et ne pas avoir l'intention de les acheter. En revanche, si on dit les gens vont avoir tendance à acheter ce qu'ils préfèrent, là, on n'est pas loin du BSP, justement. C'est que ça paraît évident que je vais essayer d'acheter ce que je préfère. Et donc, à partir du moment où une idée semble évidente, elle est intéressante. À tel point que le chercheur américain, contrairement à ce que son nom semble indiquer, qui s'appelle Massimo Piattelli Palmarini, qui est un chercheur éminent de l'université de Tucson en Arizona, il définit les préférences comme une particule psychologique élémentaire. C'est-à-dire que c'est vraiment la base du comportement du consommateur en particulier, c'est la notion de préférence.
Donc nous, on s'est attaché à ce concept de préférence et on l'a décliné, on a appliqué dans un concept qu'on a déposé, qui est notre propriété, qui s'appelle le capital préférence, qui vise à dire qu'on peut mesurer ce capital préférence d'une marque et surtout faire un classement, un palmarès par secteur d'activité. Donc je vais vous présenter ce capital préférence en matière de méthodologie. D'abord, on va poser des questions, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on le fait assez facilement, parce que le capital préférence, pour savoir ce que les gens préfèrent, vous posez quelles questions? Qu'est-ce que vous préférez comme marque? Bon, c'est aussi simple que ça. En une question, vous avez votre réponse. Et bien sûr, derrière cette réponse, il y a plein de choses, parce qu'on peut préférer la même marque pour des raisons très différentes. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc on va mesurer déjà qui préfère quoi, à quelle proportion, faire un classement, 1, 2, 3 jusqu'à X. Et derrière, pour chaque entreprise qui le souhaitera, on prend ce qu'on appelle une empreinte relation client. Une empreinte de sa relation client, qui est en fait une évaluation de 3 publics différents, selon 10 indicateurs clés qui sont des évaluations de leur politique de relation client. Par exemple, le premier critère, donc, et ainsi de suite. Donc, une fois que j'ai mesuré ça, ce sont des leviers sur lesquels je peux agir et qu'en fonction de ce que j'ai engagé comme action, je vais mesurer les effets au prochain classement. Donc, je vais voir si mes actions produisent une amélioration de ma préférence, de mon capital préférence ou pas. Donc, c'est quelque chose d'itératif et qui permet de réellement agir. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des podiums sectoriels. J'en ai mis 2, il y en a 30 et quelques. Il y a 30 secteurs qu'on a analysés. C'est la 2e année qu'on publie. Là, vous avez la primeur, parce que celui-ci n'est pas encore publié. Donc, j'ai indiqué ici dans la partie café qu'on a carte noire devant Nespresso et devant Café Grand-Mère. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a également les pourcentages de gens qui disent préférer chacune de ces marques. Bien sûr, on peut pousser plus loin pour savoir quel est le profil des gens qui préfèrent quelle marque, comment ils sont fabriqués, quel est leur profil. Bon. Pareil pour Peugeot, Renault, Citroën. Donc déjà, c'est intéressant parce que ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on va rapprocher ce classement, on va regarder déjà dans le classement comment c'est composé. Alors là, comme je suis facétieux, je vous ai mis les classements de l'an dernier. Comme ça, si vous voulez savoir ce qui se passe cette année, il faudra revenir nous voir. Mais vous voyez, l'an passé, on avait également Renault, Peugeot, Citroën, avec des classements qui étaient les gens qui ne se prononçaient pas et les gens qui ne savaient pas choisir. Ce qui fait qu'on a, sur chaque secteur d'activité, une indication de qui a une préférence, quelle proportion, et qui n'en a pas. Imaginons que j'ai 0% de marque préférée et que j'ai 100% de gens qui disent « sur ce secteur-là, je m'en fiche », ce n'est pas inintéressant. Donc voilà un peu la méthode. Et après, qu'est-ce que je fais? Je rapproche ce classement des parts de marché. Donc je vais avoir un classement et en face, je vais avoir la part de marché de chacune des marques. Ce qu'on peut penser, c'est que ce classement va tirer la part de marché, la préférence va tirer la part de marché dans le même sens. Si par exemple je suis 10e sur mon marché, mais que ma préférence est très forte, je peux penser que j'ai de plus en plus de gens qui vont acheter ma marque. Donc c'est intéressant de fabriquer de la préférence. Alors, l'empreinte relation client, vous en avez ici une présentation rapide. Est-ce que ma marque est accessible? Est-ce qu'elle est convergente? C'est-à-dire, est-ce que tous mes échanges avec mes consommateurs, est-ce que je les reçois dans un même réceptacle et que j'ai une mémoire globale de tous mes échanges, quels que soient les canaux? Est-ce qu'elle est éthique? Est-ce que, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, est-ce que la marque, elle est jugée comme étant capable de se mettre à la place de ses consommateurs? Est-ce qu'elle est cohérente? Ça, c'est pour aujourd'hui. Est-ce que je dis la même chose au téléphone, par chat, par mail, dans le magasin, sur Facebook, sur mon forum, etc. Ce qui est quand même un exercice quand même complexe pour lequel on a mis au point des solutions aussi. Est-ce qu'elle est transparente? Est-ce que le consommateur il a le sentiment que ça lui est facile d'obtenir les informations dont il a besoin? Ou est-ce qu'au contraire, il faudrait qu'il rappelle plusieurs fois, qu'il tire les verres du nez, etc.
etc. Donc c'est la notion de pertinence également. Est-ce que la marque est pertinente? Est-ce qu'elle me donne des informations qui répondent à ma question vraiment? Est-ce que je réponds complètement? Est-ce qu'elle est aimable? Dans le sens de, est-ce qu'il y a une relation affective entre elle et le consommateur? Est-ce qu'elle est empathique? Voilà. Donc, ça, on va interroger à la fois des clients classiques, des clients qui ont eu des problèmes et qui sont passés par le dispositif de relation client dans les 6 derniers mois, les prospects, des gens qui ne sont pas clients du tout, et aussi les collaborateurs. Et donc, on va rapprocher sur chacun de ces points, on va avoir une courbe, 4 courbes avec des notes, et ça va me permettre d'identifier les points sur lesquels je dois travailler, d'identifier également mes points forts sur lesquels je vais m'appuyer pour faire ma différence. Et en même temps, ça va m'aider à décider quelles actions je vais engager. Est-ce que vous avez des questions sur ce point particulier? Est-ce que ça vous semble facile à mettre en œuvre? En gros, c'est... oui, allez-y. Attendez, parce que là, je ne vous entends pas. Le micro arrive. Quand les collaborateurs répondent aux mêmes questions que les clients ou les prospects, est-ce que les points se rapprochent ou il y a des grandes différences où on voit que les tendances sont les mêmes? Eh bien, c'est très variable. Justement, c'est qu'on a des points sur lesquels tout le monde est d'accord. Ça peut être des points négatifs. Et puis, on a des points sur des divergences parce que de l'intérieur, il y a des choses qu'on sait. Ça arrive souvent, d'ailleurs. C'est souvent une des sources de difficulté quand on pilote des centres d'appel. C'est qu'on a des gens qui ont l'impression de ne pas dire la vérité aux consommateurs. Ils savent ce qu'il faudrait dire. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit de le dire. Et c'est ça crée énormément de stress chez les collaborateurs des centres d'appel. D'autres questions? Ou pas? Oui. Pardon, je suis peut-être un peu lent, mais j'ai une difficulté avec la préférence, moi. La préférence, j'ai l'impression que c'est lié à un contexte. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple provocateur, je préfère Lamborghini, mais franchement, pour les prochaines vacances, il vaut mieux quand même que tu prennes une Toyota, on va au Maroc, quoi. Alors, c'est ce qu'on aurait pu craindre. On aurait pu craindre, par exemple, d'avoir un classement dans le domaine automobile, d'avoir Ferrari, Lamborghini, Maserati, etc. En fait, on a Renault, Peugeot, Citroën. C'est justement ça qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que quand on pose aux gens la question de leur préférence, ils le contextualisent, ils le rapportent à leurs possibilités. Parce que c'est vrai que s'ils avaient dit Peugeot, s'ils avaient dit Ferrari, Maserati, Lamborghini, ça aurait été un peu embêtant. On s'aperçoit que c'est pas ça. Par exemple, vous avez vu dans les marques de café, les gens, Nespresso a une très bonne marque, c'est quand même une marque qui a fait énormément, mais ils ne sont pas premiers. Ça veut dire que les gens choisissent aussi une marque qu'ils peuvent s'offrir, qu'ils vont acheter. Et comme les gens les plus nombreux ne sont peut-être pas forcément dans la cible Nespresso, ce n'est pas Nespresso qui est en tête. C'est comme Apple. Apple a un classement extrêmement élevé en matière de préférence. Ils ne sont pas forcément numéro 1, mais ils sont très bien classés. Mais en même temps, les gens intègrent visiblement dans cette question toute simple, quand on leur dit qu'est-ce qu'ils préfèrent, ils préfèrent quelque chose que de toute façon, dans un coin de leur tête, ils se mettent en situation d'être en situation de se l'offrir, quoi. Merci pour cette question, qui était effectivement une question très pertinente sur ce sujet-là. Oui, j'ai une question là aussi. Qu'est-ce qui peut expliquer que l'on recommande à quelqu'un qu'on aime un bien qu'on ne préfère pas? Est-ce qu'on peut recommander quelque chose qu'on ne préfère pas? Oui. Ma grand-mère voit très mal. Elle est malheureusement décédée, c'est un exemple. Mais je vais lui recommander un téléphone portable avec des grosses touches que j'ai aucunement l'intention d'acheter. Je vois un ami qui a un niveau faible en informatique, je vais lui proposer quelque chose de rudimentaire, alors que peut-être si moi-même je suis un expert, je vais acheter autre chose. Peut-être que mon expérience, je suis capable de la relativiser par rapport à ce que je vais recommander. Il est bien entendu que l'on présuppose que ce qu'on recommande est accessible. Si j'ai un ami qui ne sait pas conduire, je ne veux pas lui recommander, lui offrir un cadeau, une voiture. Je veux dire qu'il faudrait présupposer que la personne à qui je m'adresse peut accéder au sujet en objet. Oui, mais quand on dit la capacité à recommander, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais bien sûr être un ami de bon conseil, et donc je vais recommander une Peugeot 2 places
à quelqu'un qui n'a pas d'enfant et qui a besoin de se garer facilement en ville. Bon. Mais ça veut dire aussi que qu'est-ce que je fais de cette recommandation? Est-ce que ça veut dire que je suis satisfait du produit Peugeot 2 places et comment je veux, quand je suis une marque, comment je vais pouvoir fabriquer l'algorithme qui va me permettre de faire des prévisions de vente avec ça? Vous voyez? C'est en ça qu'il y a un énorme biais dans la notion de NPS et je serais très curieux de savoir comment je l'applique. Et quand je questionne des gens qui l'ont utilisé, qui le pratiquent, très souvent ils disent mais on ne sait pas trop, mais ce qui est très important, c'est que ça crée une émulation interne. Les gens sont motivés pour avoir le meilleur score NPS. Et là, je leur dis parfait, bravo, merveilleux, vous avez 14 sur 20, si l'année d'après vous avez 15, ça va très bien. Mais si l'année d'après vous avez 12, c'est là que ça se gâte. Parce que vous ne savez pas comment vous avez eu 14, vous ne savez pas comment vous avez fait pour avoir 12 et comment vous récupérez vos points. C'est ça qui est compliqué. C'est quelque chose qui passe difficilement du diagnostic à l'outil. C'est pour ça qu'on a plutôt, pensé que la notion de préférence est supérieure en matière de prédiction d'achat et en même temps, elle est plus utile pour agir quand on a fabriqué cette empreinte relation client qui mesure les composantes de cette préférence. Voilà, c'est notre conviction, ça me semble assez démontré par des gens dont c'est le métier de chercher et de trouver, mais bien sûr, c'est comme toutes les nouvelles idées, on peut en discuter, ce n'est pas forcément une vérité absolue. Simplement, c'est un outil réellement utilisable pour travailler et améliorer les choses. Et on parle d'une donnée qui est intéressante, qui est vraiment de l'affect. C'est une combinaison d'affect qui conduit à la préférence. Alors, il a décidé de ne pas bouger. Si, ça y est, c'est bon. Le voilà. En résumé, la préférence est une particule élémentaire, donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel. La marque doit cultiver son capital préférence qui va driver sa part de marché. L'empreinte relation client lui permet de déterminer et de prioriser les actions à mener. L'affect a une part plus importante dans la fidélité à une marque. First takes all, c'est-à-dire que le premier ramasse la mise. On est dans un domaine où Internet est en train de driver le business mondial et on sait que tout le monde connaît Blablacar, personne ne connaît le numéro 2. Tout le monde connaît Airbnb, personne ne connaît le numéro 2. Donc on voit bien qu'en matière de préférence, il y a une bonne place et une infinité de mauvaises. Donc être la marque préférée est un objectif absolument prioritaire. Merci pour votre attention. Si ça vous intéresse de savoir comment vous êtes classé, si vous l'êtes, etc., dans votre secteur d'activité, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis voilà, merci de votre attention et de vos questions si vous en avez. Est-ce que sur tout ou partie, allez-y. J'ai une question ici. Quels sont vos clients? Dans quel secteur quel secteur vous travaillez principalement? Alors, aujourd'hui, ça serait presque plus facile de dire pour quel secteur on ne travaille pas, parce qu'on travaille dans beaucoup de secteurs depuis longtemps. Ça fait maintenant 22 ans qu'on a démarré, donc on a beaucoup de pratiques. Mais on a des secteurs prioritaires qui sont le domaine de l'assurance, en particulier dans l'assurance santé, mais aussi dans l'assurance vie, etc., et dans l'assurance de personnes, la banque, les finances, l'énergie et le transport. Je vais dire, il y a un secteur pour lequel nous ne travaillons pas depuis 4 ans, après avoir beaucoup fait comme tout le monde travaillé, c'est les télécoms. Donc nous sommes sortis il y a 4 ans et demi. Pour être très franc, c'est la première fois en 32 ans de carrière que je résiliais moi-même un contrat client. Mais voilà, c'est un peu l'idée. Comment ? Alors là, j'ai une question où j'ai envie de sortir un joker, c'est pourquoi j'ai envie de dire que c'était des prestations dans des conditions qui ne nous convenaient pas. Non, pas technique, non. C'était pas technique. C'était relationnel, c'est-à-dire qu'on avait vraiment le sentiment
de devoir maltraiter nos collaborateurs pour arriver à obtenir des résultats médiocres, pour vendre des produits à des gens qu'on n'avait pas forcément besoin. Enfin, on n'avait pas beaucoup de fierté à faire ce qu'on faisait. Donc on a arrêté. Est-ce qu'on peut revoir le slide sur l'empreinte, Oui. s'il vous plaît, de la préférence? Je vais le tenter. Le voilà. Est-ce que ça vous embête de vous présenter? Parce que ça me permet de contextualiser vos questions. Je crois d'abord que c'était l'autre slide qui me présentait d'un côté, il y avait la préférence, et de l'autre côté... Ça, c'est l'empreinte, ça. Ah, voilà. Mais je veux bien revenir encore en arrière. Hein, oui, c'était si la vous dites qui vous êtes. pardon. Oui, oui, bien sûr. Ça va venir. En fait, j'y arrive pas, mais enfin... Ah, si, ça y est. ici. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est ça? Voilà, c'est ça. Oui, voilà. Ça permet de mettre les deux plans. Voilà, mon nom est Michel Ayoun et je dirige un master de management dans les entreprises de luxe, mode, cosmétiques, parfums, à l'ESSELSCA, qui est une école de business school à Paris, pas à Angers. C'est pas l'ESSELSCA d'Angers, c'est à Paris. D'accord. Paris, Tour Eiffel. Donc l'idée, c'est Voilà. vous avez à gauche ce qui est sectoriel. Vous avez un classement sur un secteur avec une évaluation, et vous avez à droite quelque chose qui est spécifique à une marque. Et que ça permet à la marque de comprendre pourquoi, d'expliciter, d'éclairer son classement et d'essayer de déterminer comment elle va agir. Alors, il faut être clair, ce n'est pas un mode d'emploi avec une checklist en disant voilà, vous êtes 10e, voilà le mode d'emploi pour devenir 8e. Ça veut dire que ça va vous donner 4 courbes qui vont vous permettre d'identifier des points forts, des points faibles, peut-être des points très faibles qu'il est absolument indispensable de corriger rapidement, et ça va devenir la priorité. Des points très forts qui vont peut-être à certains moments devenir des arguments massus qu'il va falloir mettre en avant à fond, et au milieu peut-être des choses qui vont rentrer en priorité intermédiaire. Mais en même temps, selon quel public vous dit quoi, ça permet aussi de voir quel genre d'action. Si par exemple on vous dit vous êtes ressenti comme une marque par vos clients, qui est une marque qui n'est pas éthique, c'est-à-dire qu'on a l'impression que quand vous me faites une proposition, vous cherchez surtout à m'arnaquer. Bon. Comment je change ça? Par des gestes qui sont parfois des gestes simples, mais qui vont démontrer l'inverse. Vous voyez, moi, personnellement, j'ai quelques marques. Quand ils me téléphonent en me disant « Monsieur Mignot, j'ai une excellente affaire à vous proposer », je me dis « Bon, maintenant, je suis aux aguets. » Je dis « À quel moment il y a un truc ?» Vous voyez. Puis il y a des marques, ou plus exactement des petits commerçants, des gens, je sais, quand ils me proposent quelque chose, vous devriez prendre plutôt ce produit-là que celui-là, je leur fais confiance et j'achète le produit qu'ils me recommandent. Et ça, c'est basé sur quoi? C'est la confiance. C'est l'idée que j'en ai, quoi. Est-ce que quand il me dit quelque chose, je le crois, ou est-ce que je pense que c'est un menteur et qui voit son intérêt? Donc ça passe par une personnalisation avant d'établir la consultation, bien sûr. Alors, en fait, c'est toujours le même questionnaire qu'on utilise, qui a le mérite de la robustesse et de l'économie, parce que l'idée, c'est qu'on voit bien qu'on est, nous, dans l'action. Le temps qu'on passe à réfléchir, c'est des temps qui ne sont pas... Nous, nos clients ont envie d'aller vite, d'avoir un outil robuste qu'on puisse reproduire régulièrement pour un prix très faible. Donc, on est en train de parler de montants qui sont inférieurs à 10K €. Donc, c'est quelque chose qu'on met en place facilement. Vous pouvez donner un exemple d'un des 10 vecteurs clés que vous reprenez à chaque fois? Un des 10 vecteurs clés, par exemple. On les reprend systématiquement, les 10. Voilà. Les 10 font l'objet d'une question. Alors, ça, c'est un peu un secret de fabrique. Je ne vais pas vous donner les questions. Merci. Mais Ok. oui, non mais, bon. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne sais pas combien de temps on en est, je n'ai pas regardé. Nous avons atteint l'heure de la fin de la conférence, mais nous pouvons déborder de 5 minutes. Hein. D'accord. Est-ce que il y a d'autres questions? N'hésitez pas à nous revenir. Si vous voulez qu'on voit avec vous comment vous êtes placé, quel genre d'action on pourrait mener, quelles sont les problématiques que vous vous posez, avec grand plaisir. On est là pour ça. Éventuellement, Emmanuel Mignot, la mise en place de centres d'appel assez idylliques tels qu'on a pu les voir à l'écran, jusqu'à quel nombre de collaborateurs peut-on intégrer sur ce type de plateforme? Alors, c'était tout notre enjeu parce que depuis toujours, nous, on avait milité pour des plateformes qu'on appelait à taille humaine, c'est-à-dire entre 100 et 200 positions. En fait, on avait une problématique, c'est qu'on a des partenaires américains qui sont très gros, sur lesquels, avec eux, on a été amené à répondre à des appels d'offres très importants.
Et la taille de nos plateformes nous barrait parce qu'il n'y avait pas assez de place, quoi. Donc, on voulait en même temps fabriquer un modèle qui, tout en étant plus gros, nous permette de conserver ce qui est important à nos yeux, c'est-à-dire des collaborateurs qui se sentent bien dans l'entreprise. Et donc, la plateforme de Dijon est une plateforme qui fait 600 personnes, enfin une capacité de 600 postes, donc c'est une grosse plateforme. Mais on a conservé les mêmes ratios, les mêmes approches. Oui. Très bien. Vous avez d'autres questions? Le sujet est intarissable. Oui, merci oui. Emmanuel Merci Mignot. à vous. À bientôt. Il s'agissait de la dernière conférence de la journée dans ce petit amphithéâtre. Il y a bien d'autres conférences et ateliers sur stratégie client et e-marketing. Merci.